Bon allez, on va commencer. Bonsoir, bonsoir. Alors, ce stream est un peu particulier. On va parler de SD Access, comme la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, j'ai enregistré pendant 1 heure. Après, il y a quelqu'un qui est arrivé qui m'a dit qu'en fait, on m'entendait pas. Mon micro était coupé. Donc, j'ai rage quit. En plus, après, les plombs ont sauté, donc j'avais juste plus d'internet. Donc, on va refaire ce stream, c'est pas très grave. Sur SD Access. Alors SD Access, c'est une technologie de SDN de Cisco. SDN, c'est un terme générique qui est employé pour désigner tout un ensemble de choses qu'on va regarder ici, qui concernent en fait l'automatisation de réseaux. En l'occurrence de réseaux campus, donc de réseaux d'accès utilisateurs, dans le cadre de SD Access. On a aussi SD-WAN, on a plein d'autres choses. SDN, c'est un peu un terme générique qui englobe beaucoup de choses. C'est relativement marketing, mais il y a cette notion d'automatisation, d'API, de choses qui évoluent toutes seules, qui se configurent toutes seules, à partir d'un contrôleur que l'utilisateur va paramétrer. J'étudie SD Access dans le cadre du CCNP. Je suis absolument pas un expert de cette techno, je l'ai jamais déployé en vrai, ni même en lab d'ailleurs. Donc mes connaissances là-dessus sont très théoriques. Le but c'est de regarder ensemble à quoi ça ressemble. Lire un petit peu les white papers Cisco aussi. Il y en a un qui est pas mal, j'ai vu, qui explique en détail les différentes briques technologiques qui sont utilisées. Parce que ce sont des briques plutôt standardisées. On va avoir du VXLAN, on va avoir de l'ISIS, ce genre de choses. Donc malgré tout, ça reste intéressant parce que c'est quelque chose qui certes est propriétaire, Cisco, dans son aspect contrôleur, mais relativement ouvert déjà parce qu'il y a des API. Et basé quand même sur des technos standards. C'est pas une boîte noire dont on comprend pas le fonctionnement. On peut faire du SD Access à la main en fait, on va le voir. Donc c'est parti. Je vais juste mettre le son un peu moins fort de mon côté. Et ce sera bon. Ok. Hop, comme ça sera bien. Je vais prendre mes notes perso parce que les connaissances que j'ai sont un peu toutes marquées sur les notes. Donc je vais juste changer de... Ok, transition. Alors déjà, c'est une petite intro sur ce que c'est que le SDN. L'idée, c'est de centraliser le control plane dans un contrôleur. Un peu, finalement, comme le Wi-Fi avec un WLC. Le WLC, c'est le contrôleur de Wi-Fi, c'est-à-dire toute l'intelligence liée au Wi-Fi. Que ce soit le choix des fréquences, que ce soit une partie du roaming, que ce soit l'authentification, etc. est gérée par un contrôleur quand on a un ensemble de bornes Wi-Fi. Quand on a une borne Wi-Fi, c'est la borne qui gère, mais quand on commence à avoir plein de bornes, on aime bien avoir un contrôleur qui va piloter toutes ces bornes-là. Et les bornes, on va leur enlever de l'intelligence, on va la mettre dans le contrôleur et c'est le contrôleur qui va tout gérer de façon centralisée. Le SDN, c'est pareil. On va centraliser le control plane. Donc je rappelle, le control plane, c'est tous les messages qui vont être échangés pour piloter le réseau. Donc là, on ne parle pas des données qui vont transiter sur le réseau, on ne parle pas des données utilisateurs. On parle de données qui vont permettre au réseau de se configurer, d'apprendre. Je parle pas d'IA ou de choses comme ça, hein, mais simplement apprendre. Ah bah tiens, telle adresse MAC, elle est derrière ce port de switch. Tel routeur, il m'a annoncé telle route pour rejoindre tel préfixe IP, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le control plane. C'est l'ensemble de mécanismes qui vont faire en sorte que le réseau fonctionne en fait. Et c'est des protocoles, c'est des API, c'est des applications, c'est des systèmes qui vont faire en sorte que le réseau, je dirais pas se configure, même si là pour le SDN c'est aussi le cas, mais du moins les éléments de contrôle se mettent en place. Je sais, c'est très mal dit, mais par exemple un protocole de routage c'est un protocole de control plane. ICMP ça peut être considéré comme du control plane aussi. Enfin, c'est du control plane ICMP. Toutes les choses qui sont pas de la donnée utilisateur mais qui vont quand même avoir un rôle dans le fonctionnement du réseau. Donc ça c'est générique SDN, donc par exemple SD Access pour le LAN, donc le LAN côté campus. SCI pour la partie data center, ça c'est du Cisco aussi, c'est la réponse propriétaire entre guillemets
de Cisco pour les réseaux de data center qui sont des fabriques VPN d'Ixlan. SD-WAN pour le WAN, où on va pouvoir paramétrer, on en a parlé la dernière fois, il y a 2 semaines du coup, on va pouvoir paramétrer différentes sorties WAN, leur attribuer des politiques, etc., etc. Donc ça veut dire Software Defined Networking. On retrouve cette notion de Software Defined un peu partout dans l'informatique. On a du Software Defined Storage, Software Defined Networking, architecture, voilà. Bon. Tout ça, ça veut dire on arrête de faire les choses comme on les faisait avant, on va les virtualiser en fait. C'est de la virtualisation réseau. Et qui dit virtualisation généralement dit orchestration, donc automatisation, provisionnement automatique des ressources, etc. etc. Ça a beaucoup d'avantages. Le premier, c'est la scalabilité, c'est-à-dire le passage à l'échelle. L'idée, c'est que on va pouvoir appliquer des politiques partout d'un coup sur tout le réseau, de façon contrôlée, plutôt que à l'ancienne, c'était on se connecte sur chaque switch en SSH et puis on va taper des commandes et puis on va se bourrer une fois sur deux. Parce qu'on va oublier une commande et parce qu'on va faire une faute de frappe, on va pas voir et puis ça va nous saouler, etc. Là, on va automatiser. Donc ça, c'est la première étape, c'est l'automatisation. Et ensuite, on parle de virtualisation réseau parce que on va mettre en place, comme on va le voir et comme on l'a déjà vu par le passé dans les streams, un underlay, donc un réseau physique hyper générique sur lequel on va fabriquer différents réseaux virtuels du coup, concurrents, parallèles, en fonction des différents besoins, utilisateurs, etc. Et du coup, on va avoir plusieurs réseaux qui vont vivre complètement en parallèle de façon cloisonnée. On peut faire des ponts entre eux, mais on peut considérer qu'ils sont cloisonnés au-dessus d'un réseau physique. Et donc on abstrait complètement le matériel avec cette notion de virtualisation de réseau. On s'en sert beaucoup en data center avec les fabriques VPN VXLAN ou autres. On s'en sert dans le monde opérateur avec MPLS ou SRv6 ou SRMPLS, donc le segment routing. Ça permet aussi de faire un peu cette notion de contrôle plane automatisé, virtualisation réseau. Et on s'en sert également parfois dans le campus. Donc le campus, c'est le réseau d'accès utilisateur. Juste un tout petit rappel, dans une entreprise généralement, on a la partie WAN qui va gérer la partie internet et interco avec d'autres sites. On a la partie campus qui va gérer l'accès utilisateur, wifi, imprimante, etc. dans tous les bâtiments. Et on a la partie data center qui, elle, est encore basée sur d'autres technos, ou du moins une autre façon de faire, une autre façon d'utiliser les technos, qui va permettre d'avoir d'héberger un ensemble de serveurs qui eux-mêmes sont virtualisés. Donc là on va étudier plutôt le SDN mais côté campus avec SD Access. Donc par exemple un contrôleur il va calculer les routes et les descentes dans le data plane des équipements. Et donc du coup les équipements ils feront plus d'OSPF, ils vont juste implémenter ce qui aura été décidé plus haut par le contrôleur. Donc on va plus avoir un réseau SPF, le réseau, le contrôle du réseau, il n'est plus distribué dans le réseau, il est centralisé dans un contrôleur. De toute façon en informatique on aime bien faire ça, on a tout le temps, on a tout le temps un mouvement de balancier comme disait mon prof, entre automatisation, centralisation, décentralisation, centralisation, décentralisation, à tous les niveaux en informatique, on pourra en reparler. C'est assez intéressant. J'ai encore trouvé un exemple il n'y a pas longtemps, je sais plus où. Mais c'est quelque chose qui est très très fréquent. Et donc là, on se disait avec les protocoles de routage, enfin on se dit toujours, il n'y a pas d'élément plus fort qu'un autre dans un réseau routé. Tous les routeurs ont le même positionnement par rapport au contrôle du réseau. Donc chaque routeur fait juste son job. Et donc le contrôle du réseau est distribué. Là, le contrôle du réseau il est géré par une entité externe, éventuellement redondée, qui va appliquer des politiques et qui va éventuellement gérer une partie du plan de contrôle. Donc voilà, centralisation, décentralisation, les deux ont des avantages et des inconvénients. Généralement, on peut interagir avec des API. Ça c'est bien pour pouvoir nous développer nos propres scripts, etc. On peut tout centraliser ou simplement certaines fonctions du réseau. Bon, ça c'est un schéma compliqué qui est pas de moi, qui est de Jérémy IT Lab. Je l'ai déjà cité. Allez voir Jérémy IT Lab, ça s'écrit comme ça. Je vais changer de page. Voilà. Jérémy, je crois qu'il y a un Jérémy's IT Labs.
Il fait des cours sur YouTube gratuits CCNA et CCNP qui sont excellents. Voilà. Donc j'ai pas mal de schémas qui sont issus de ces vidéos. Bon, on va pas forcément rentrer dans ces détails-là, c'est assez théorique, mais on voit que ça, c'est ce qu'on connaît habituellement du réseau. Il y a les routeurs ici, ils font transiter des paquets dans le data plane. Et ensuite le control plane, soit dans le réseau, on va dire classique, il passe également entre R1 et R2 via le data plane quelque part, mais non, pas via le data plane. Il emprunte les mêmes canaux que le data plane, c'est-à-dire les liens qu'il y a entre les routeurs, mais on peut pas considérer que c'est du data plane. Et là, le contrôleur, en fait, on va le mettre ailleurs et on va l'implémenter avec des API. Voilà. On appelle ça des southbound interface et le northbound interface, c'est le côté application. Donc en fait, il y a une application qu'un utilisateur va pouvoir configurer, paramétrer. Ça va être une interface web, typiquement. L'application va envoyer des messages API au contrôleur et le contrôleur va implémenter ce qu'on a décidé de faire sur les équipements avec les API. Voilà. API REST, les choses assez classiques. SD Access, on en parle un petit peu ici. On s'est fait pour automatiser le LAN. Le contrôleur en question, c'est DNS Center qui vient de se renommer. D'ailleurs, ça veut dire Digital Network Architecture. Qui vient de se renommer, je crois, Catalyst Center. Ça change tout le temps de nom. On s'en fout. Mais c'est l'outil Cisco qui permet de gérer un parc de switch ou de routeurs. C'est pas un outil purement SD Access, mais c'est via cet outil qu'on va configurer SD Access. Chaque constructeur généralement a son écosystème et son dashboard pour gérer les équipements. On peut les gérer indépendamment généralement, en CLI, en SSH, etc. Mais on peut aussi utiliser l'application du constructeur pour avoir une vision centralisée, etc. Certaines applis comme DNS Center ou pas, je sais pas, je connais pas très bien, acceptent ou non d'ajouter des équipements non Cisco ou du moins des équipements qui ne sont pas ceux de cette marque là pour les manager aussi, parce que certaines choses sont quand même assez standardisées, notamment avec SNMP. On peut dialoguer avec un équipement qui n'est pas forcément de notre marque, les choses sont standardisées, donc voilà, on peut ajouter les MIB, enfin bon bref. Cisco, voilà, c'est DNS Center ou Catalyst Center qui va nous permettre d'administrer un ensemble de routeurs ou de switch, et notamment de faire du SD Access sur les équipements compatibles. On va avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, un underlay. C'est un réseau physique qui fournit une connectivité IP. C'est vraiment un socle réseau de base. Dans le cadre de SD Access, c'est ISIS, qu'on a déjà étudié ici, je crois, qui fait tourner l'underlay. Et l'overlay, c'est les réseaux virtuels construits au-dessus. Et ces réseaux virtuels, dans le cadre de SD Access, c'est du VXLAN. On en a déjà parlé aussi. Allez voir le stream sur VXLAN. On a plusieurs types de switch. On a des edge nodes pour les end hosts. Donc les end hosts, ça va être les équipements terminaux, les PC, les imprimantes. Et on va descendre du routage sur ces équipements-là, sur les edge nodes. Donc les switches d'accès vont être leurs routeurs. Et en fait, ça va être plus que ça. Pour moi, ça va être les VTEP. On a les border nodes pour sortir de la fabrique, annoncer des routes, etc. Et on a des control nodes. Ça peut être des routeurs. Je crois que cette fonctionnalité de control node généralement est sur le cœur de réseau, il me semble, qui va gérer le control plane avec Lisp. Alors Lisp, c'est une façon de gérer le control plane de VXLAN. Je rappelle, VXLAN, c'est de la virtualisation de réseau. Et donc on n'est plus sur un réseau Ethernet classique. On est sur un réseau Ethernet émulé. Et en Ethernet classique, on utilise beaucoup le flood L2 pour diffuser différentes informations. Par exemple, en IPv4, on a ARP. En IPv6, on a le Neighbor Discovery. C'est pas du broadcast, c'est du multicast. Mais on a beaucoup de flood. Ces flood, quand on va vouloir créer plusieurs réseaux virtuels au-dessus d'un même backbone physique, un même underlay, quand on veut créer plusieurs overlays au-dessus d'un même underlay, on va finir par en avoir beaucoup de ces flood là.
Ethernet n'est pas du tout conçu pour fonctionner en plusieurs instances en parallèle sur un switch. C'est pas du tout conçu pour accueillir des milliers de machines, etc. Ethernet, c'est pas fait pour ça. Mais Ethernet, ça marche vachement bien, tout le monde l'implémente, etc. Donc on continue de faire l'Ethernet. Mais on va un petit peu le truquer. Et VXLAN, on va avoir des mécanismes qui vont permettre de gérer un peu mieux le control plane qu'en faisant du flood comme ça. Historiquement, le flood, on s'en foutait, on n'avait pas des gros réseaux. Aujourd'hui, on a des très très gros réseaux, très très nombreux, potentiellement très complexes, très étendus, etc. Si on continue de flouder dès qu'on veut faire du broadcast, dès qu'on veut faire des requêtes ARP, c'est vraiment hyper polluant. Notre réseau serait saturé en permanence de ces floods là. Et donc du coup, on va éliminer une énorme partie de ces floods là en regardant intelligemment ce qui se passe et en annonçant uniquement aux bons endroits les choses que le flood aura dû inonder. Je résume ça de façon très théorique. Avec VXLAN, on peut le faire de différentes façons. On a une partie de la réponse avec l'implémentation multicast, mais aujourd'hui c'est EVPN qui va permettre d'annoncer le control plane pour une fabrique VXLAN. C'est-à-dire que, par exemple, les ARP, il n'y en a plus. On n'a plus d'ARP dans le multicast. On n'a plus d'ARP dans les tunnels VXLAN. On remplace ça par des annonces BGP d'adresse MAC. Donc on remplace ces ARP qui sont normalement floudés en Ethernet, on les intercepte et en fait on va les annoncer beaucoup plus proprement dans le control plane pour que VXLAN puisse fonctionner. Avec SD Access, c'est pas ça qui est utilisé, c'est Lisp. Lisp, c'est un protocole développé par Cisco mais standardisé, je crois. On pourra regarder ça tout à l'heure. Qui va fonctionner un peu comme le DNS, c'est-à-dire que on va associer un ID d'équipement, généralement une adresse MAC, avec une localisation. Cette localisation-là, c'est typiquement une adresse IP de VTEP. Donc, c'est exactement le parallèle qu'une route type 2 en EVPN, c'est-à-dire qu'on va lier une adresse MAC avec une IP de VTEP pour savoir quel VTEP est derrière, enfin derrière quel VTEP est telle adresse MAC. Ça c'est Lisp. Ça fonctionne un peu comme un DNS avec un registre. Contrairement à EVPN qui fonctionne avec BGP, donc avec un peering IBGP ou EBGP entre l'Espagne, les LIF, etc. Ici, on va avoir une sorte d'annuaire qui s'appelle le RM, je crois, ou le MR. Je crois que c'est ça, mais de toute façon, on va regarder un peu Lisp plus en détail. Qui lui va connaître la localisation de tout le monde, et quand un VTEP voudra trouver l'IP du VTEP destination pour une adresse MAC donnée, il va aller faire une requête auprès de ce nœud un peu spécial qui contient l'annuaire et il va lui répondre. Voilà, donc c'est la même fonction, c'est-à-dire annoncer du control plane, mais ça fonctionne de façon différente de VPN qui tire parti de BGP. Voilà. Donc on n'a pas de BGP ici. Alors, on peut faire tourner le SD Access au-dessus d'un réseau existant sans reconfigurer l'underlay. Ça, c'est quand on est en brownfield. En brownfield, c'est-à-dire on a un environnement existant et on a envie de faire évoluer la politique, de passer sur du SD Access, mais on n'a pas envie de tout refondre. On a un underlay qui fonctionne, on a un réseau qui fonctionne, qui est pas forcément avec du routage à l'accès, voilà. On a un réseau normal, j'ai envie de dire. Et on a envie de mettre du SD Access par-dessus pour pouvoir balancer des politiques de filtrage, de machin, etc. On peut le faire. Mais idéalement, c'est mieux de repartir de zéro, c'est-à-dire de faire du greenfield. Tout est routé, en tout cas en greenfield. Donc il n'y a pas de spanning tree, et ça c'est bien. Comme je le dis littéralement à chaque stream, il faut se débarrasser du L2 partout où on peut, pour se débarrasser notamment de spanning tree. Non pas que spanning tree soit un mauvais protocole, mais on n'aime pas du tout la notion de boucle en L2 et du coup on préfère faire des boucles en L3. Le L2 Ethernet n'est pas conçu pour gérer les boucles et c'est l'enfer à gérer. On peut pas utiliser les chemins, enfin bref, c'est chiant. Le L3 est fait pour faire des boucles. Et donc c'est bien de boucler parce qu'on a de la résilience,
et ça apporte de la redondance. Donc ici par exemple, encore un schéma de Jeremy IT Lab. On a des hosts ici, on a leur switch d'accès ici. Alors je dis switch, mais c'est des équipements réseau. J'aime pas trop dire switch. Parce qu'en fait, c'est des switches, c'est des routeurs, c'est des VTEP et c'est encore d'autres choses. Donc, il y a souvent des gens qui font presque des débats pour savoir si c'est des routeurs, des switches. Des switches de niveau 3, des choses comme ça. Oui, c'est des switches de niveau 3. J'aime pas dire ça parce que pour moi, c'est simplement des équipements réseau qui implémentent des fonctions. Et parmi ces fonctions, on retrouve de la commutation, on retrouve du routage, on retrouve du filtrage, on retrouve du client VXLAN, etc., etc. Donc, je trouve ça un peu con d'appeler ça un switch, moi, sachant qu'ils font principalement du routage. C'est des équipements d'accès, voilà. Ils montent des sessions ISIS pour avoir la carte du réseau. Et ici, on voit que tous les liens sont des liens niveau 3. Donc Lisp, lui, fournit le control plane, c'est-à-dire que les EID, donc les ID d'équipements dont je parlais tout à l'heure, désignent en fait les end hosts, les équipements terminaux ici, et ils sont mappés au airlock. Et les airlocks, c'est les localisations. C'est l'équipement qui va nous permettre d'accéder à cette ressource-là. C'est très générique, hein, Lisp. On peut faire plein de choses avec. Je connais plutôt peu, mais l'implémentation principale, c'est ça. C'est des MAC ou des IP mappés sur des VTEP, en fait, parce qu'on fait du VXLAN, mais on peut imaginer plein d'autres choses. Dans notre cas précis, les airlocks, c'est les edge switch, donc c'est les équipements d'accès qui sont VTEP. Donc VTEP, c'est terminaison VXLAN. On a Cisco TrustSec qui fournit les politiques qui permettent de faire de la QoS, de la sécurité, etc. etc. On verra tout à l'heure comment ça marche. Et le data plane est fourni par VXLAN. Donc, on a Lisp qui fournit le control plane, donc qui permet d'annoncer qui est où, parce qu'on va pouvoir avoir de la mobilité derrière. Donc, le qui est où, il va évoluer en permanence. On va avoir des nouveaux équipements qui se raccordent, etc. etc. On va définir de toute façon des réseaux virtuels qui vont pouvoir bouger, etc. Donc le control plane sert à VXLAN à fonctionner, donc pour faire des tunnels VXLAN, pour faire passer la data dedans. Et il y a une notion de décision qui est implémentée du coup par les politiques TrustSec. Alors, un exemple de fonctionnement très haut niveau sur cette espèce de petite fabrique là, je vais zoomer un peu. PC2 ici, il est connecté à Switch 2. Switch 2 en informe Switch 3, qui est le control node, qui crée une entrée en associant les deux. Donc là, en BGP, Switch 2 aurait annoncé plutôt l'existence de PC2 à tous ses pairs BGP avec qui il pire, qui sont intéressés par cette VNI. Bon, peu importe. C'est différent, hein, parce que en BGP, tout le monde participe potentiellement à l'échange d'informations, du moins tous les VTEP. Ici, on en informe un control node. Ce control node, il a un annuaire. Ensuite, PC1 veut communiquer avec PC2, donc il envoie le message à Switch 1. C'est sa default gateway. Pour PC1, c'est complètement transparent, hein, il se rend compte de rien du tout. Switch 1 demande à Switch 3 comment puis-je joindre PC2. Donc lui, il va demander à lui comment joindre. Là où en BGP, Switch 1 a déjà l'information, parce qu'elle lui a été annoncée avec une route type 2 en EVPN. Switch 3 va lui répondre avec l'association qu'il a faite, et donc le paquet va pouvoir emprunter un tunnel VXLAN Switch 1 Switch 2 avec les bons paramètres pour que la trame arrive. D'ailleurs, c'est pas le paquet, c'est la trame. Parce que VXLAN transporte des trames, pas des paquets. Enfin, des paquets, parce que c'est dans les trames. La trame. Voilà. Bon, après, ça, c'était un petit truc sur DNS Center. Donc, DNS Center, des fois, on l'a au des NAC comme ça. Et il y a une adresse là, on peut tester une version accessible de DNS Center. DevNet User 6.23. On va regarder ça vite fait, si ça veut bien charger. Login. Bon, dans une gare, ok.
Ah, c'était quoi? Putain, j'ai une mémoire, hein, c'est un truc de fou. DevNet user. Ouais. Ça a l'air de marcher. Et là on se retrouve du coup sur un Catalyst Center. Oui. Donc c'est plus DNS Center. Je sais pas comment ça s'appelle dans l'examen. Donc bon voilà, c'est un joli dashboard qui permet. Alors je sais pas en servir en vrai. Si voilà. On peut design, donc on va pouvoir faire des trucs là-dedans. Il y a des politiques ici. QoS d'application, provisionnement, assurance, workflow. Alors j'aimerais bien voir. D'ailleurs, est-ce qu'il y a SDN? Ouais. Cisco User Defined Network, je sais pas ce que c'est ça en fait. Non, c'est pas ça SDAccess, je pense pas. Plateforme. J'ai sûrement. Je donne sûrement l'impression d'être une poule qui a trouvé un couteau. Mais je. J'ai fait plusieurs technos de ce type là, mais. Bah. Pas Catalyst Center en fait. Bon, peu importe. Vous irez voir par vous-même si ça vous intéresse. Hein. Moi, ça m'intéresse pas. On va regarder l'ISP d'un peu plus près, c'est plus intéressant. Donc, je sais plus si c'est ici NRFC. Bon. Alors, on va pas forcément tout détailler, mais en gros, bah en routage classique, ça c'est intéressant. Par contre, l'IP représente l'identifiant et la localisation. Si la localisation change, l'IP aussi. En routage classique, c'est ça. Je fais un schéma vite fait. Si on a, mettons, un bâtiment ici, avec un routeur, ici. Ce routeur, ça va être un routeur de cœur, et puis il va avoir deux routeurs de distrib comme ça. Voilà, et puis les PC ils sont là. On a un réseau ici, puis on a un réseau ici. Et puis en fait on a un autre bâtiment ici avec un autre routeur. Évidemment, généralement, on va faire un truc qui ressemble à ça. Pouf, pouf. Enfin bon, je vais pas faire un cours d'archi là, on s'en fout. Ici, tac, distrib. Et puis accès ou peu importe. Ben, on va annoncer des routes. C'est-à-dire que ça, c'est un subnet. Ça, c'est un subnet. Ou plutôt, je dis une connerie. Ça, c'est un subnet. Ça, c'est un subnet. Et ça, du coup, c'est un subnet agrégé. C'est un gros réseau qui va contenir les deux autres réseaux. Mais du coup, tout ça, c'est une notion d'adressage. Si ça, c'est le réseau 10.0.0.0/24, lui, le réseau là, ça peut être 10.0.3.0/24. Lui, ça peut être 10.1.3 point 0 en fait. Point 0/24. Et donc tout ça, ça va être 10.0.0.0/16. Le /16 là, il va contenir les /24 là. Bon, ça c'est la base de l'adressage hiérarchique. Et donc ça peut être 10.1.0.0/16. D'ailleurs, j'ai fait une connerie parce que là, du coup, ça devrait pas être ça. On va mettre 0 ici et puis on va mettre 128. Voilà, pour séparer. On a un octet là. Bref. Et donc là, ça va être tout ce qui est en point 1. Et donc ici, ce network là, ça va être 10.1.1.0/24 ou point 0 d'ailleurs, comme ça. Mais /24. Bref, c'est géographique. Et donc on peut pas avoir de mobilité comme ça. Et c'est pour ça qu'on a inventé VXLAN. VXLAN il permet de faire un pont entre ces réseaux là, et grâce à l'underlay, on va pouvoir se dire ok, l'underlay c'est bon, il marche, on s'en fout, il a son adressage géographique si ça fait plaisir. Par contre, nous on va construire des réseaux virtuels et on va monter des tunnels virtuels entre ces réseaux là. Enfin, entre les différents aboutissants de ce réseau là. Et on va pouvoir du coup donner l'adressage qu'on veut. VXLAN c'est ça, et du coup c'est permis par l'ISP grâce à justement cette décorrélation
de la localisation. Lisp, j'ai mis split les deux fonctions avec le EID et le airlock. L'EID, c'est l'identifiant. Un peu comme l'IP, c'est l'identifiant d'une machine. Et le airlock, c'est la localisation. Et là, le airlock, il est plus contenu dans l'identifiant, en fait. Avec IP, il est contenu dans l'identifiant. La localisation est contenue dans l'identifiant parce qu'on est sur quelque chose de hiérarchique. C'est comme un numéro de téléphone IP. 0380, et ben c'est globalement la Côte d'Or. C'est à peu près ça. 03 c'est tout l'Est. 0380 c'est très centré autour de Dijon. 038023 c'est plutôt au nord de Dijon et un peu à l'ouest, etc. Plus on avance dans les chiffres et plus on est précis. Et si on déménage, si je vais en Bretagne, j'aurais plus mon 0380. Ok, donc c'est pareil en IP en fait. Historiquement en tout cas c'était pareil en IP. Et aujourd'hui on veut un peu décorréler ça, garder des IP parce qu'on n'a pas envie de changer tout le temps d'IP parce que c'est hyper pénible de changer des IP. Et donc on va faire en sorte que les équipements ils gardent leur IP, mais par contre on va pouvoir les bouger où on veut et ça va continuer de marcher. C'est un peu comme DNS réseau une IP, l'IP peut changer, le DNS reste le même. Voilà. Donc à l'intérieur d'un site Lisp, on a un protocole de routage standard, ça c'est l'underlay. Quand un EID, donc un équipement du site 1 veut communiquer avec un EID du site 2, on route le paquet normalement jusqu'à arriver à l'ITR. Et donc l'ITR, c'est en gros la frontière qui nous permet d'accéder au réseau Lisp. Bon là on prend du recul et c'est une vue très générique, on s'en fout un peu dans ce cas. C'est quand on a un réseau Lisp qui est connecté à d'autres réseaux, et ben il faut bien à un moment donné changer de domaine. Il me semble que c'est ça le rôle de l'ITR. Ouais. Le control plane, c'est comme DNS, on envoie une requête à ce qu'on appelle le MR. Je sais plus ce que ça veut dire map resolver. Voilà. C'est un modèle pool, à l'inverse du modèle push des protocoles de routage. Ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Les protocoles de routage, ils vont pousser l'info, ils vont annoncer. Là, on va pull, c'est-à-dire qu'on va demander l'info au besoin. Et donc, bon, je mets que c'est un peu plus scalable qu'une full view déglinguée. En fait, aujourd'hui, à cause de ce problème de localisation, on a fait des réseaux tout petits sur Internet. Et du coup, la full view, c'est-à-dire la table qui contient toutes les routes d'Internet, qui contient peut-être 800 000 entrées aujourd'hui, on va regarder full view size. Est-ce que je trouve quelque chose? Ouais, mais non, mais BGP. Là, il parle de millions de préfixes. C'est long. On va pas tout lire. Mais en gros, il y a quelques années, on était à 700 000 entrées. Aujourd'hui, il y a plus d'entrées que ça encore. Peut-être 900 000, 1 million. Parce qu'en fait, on a tellement segmenté les réseaux qu'on ne peut plus faire cet adressage hiérarchique. On a fait des tout petits réseaux qu'on a envoyés à droite à gauche. Et on ne peut plus faire cet adressage hiérarchique. Et donc, les tables de routage sur Internet, elles sont un peu déglinguées. Enfin, déglinguées. Elles sont très très grosses. Et voilà, ça en finit pas de grossir. Et on a complètement segmenté IP, c'est dommage. Ben là c'est un peu plus scalable parce qu'en en fait on va aller simplement pool. Donc il y a effectivement un équipement qui va devoir tout connaître, mais les autres équipements ils connaissent juste ce qu'ils ont besoin de connaître. Et ça c'est pas mal. Je défends ni l'un ni l'autre, c'est adapté dans certains cas. C'est tout. Au niveau du data plane, on peut faire du Lisp. Mais on peut aussi faire du VXLAN. Voilà. Bon, du vocabulaire, on s'en fout, ça c'est vraiment insupportable. Mais MapResolver et MapServer, c'est généralement le même équipement. C'est le routeur qui va recevoir les requêtes des différents airlocks, enfin des différents VTEP. Oui, l'ITR c'est le VTEP dans le monde VXLAN. Et le MS, le MapServer, c'est le routeur qui contient la table d'association. Donc en gros, il y en a un qui reçoit puis un qui connaît la table, mais c'est le même. C'est juste qu'ils ont vraiment séparé toutes les fonctions dans différents équipements, enfin dans différentes... voilà. Ils ont raisonné en fonction, ils ont raison, mais généralement un même équipement fait plusieurs choses. Au niveau des opérations, on a enregistrement, requête-réponse, routage, etc. Bon, ça on s'en fiche un petit peu, c'est pas trop la question. Nous, on va plutôt aller sur, non pas VXLAN, mais
sur architecture SD Access. Ok. Donc une fabrique, je rappelle juste, c'est un overlay construit sur un underlay en utilisant des technos de tunneling comme VXLAN. Ça permet la mobilité, on en a parlé, ça permet l'automatisation, la virtualisation réseau, la segmentation, c'est plus manageable, plus flexible, plus sécurisé, plus scalable. En gros, une fabrique, quand on a le besoin, c'est-à-dire qu'on a un gros réseau, c'est du boulot à mettre en place, mais ça permet derrière de s'abstraire complètement du matériel physique et de faire un peu ce qu'on veut. De créer des réseaux à la volée, etc., etc. De façon en plus automatisée. Je vais zoomer un peu. Le SD Access va permettre de faire une fabrique campus avec de la micro-segmentation basée sur des politiques, avec de la mobilité filaire et sans fil, de la télémétrie, c'est-à-dire du reporting, tout automatisé. Virtualisation réseau, donc on va pouvoir virtualiser plusieurs réseaux les uns à côté des autres. On a des API dispo pour l'intégration comme vers un IPAM. Et on a, comme je dis tout à l'heure, différents rôles. Donc on a le Edge Node, c'est le switch d'accès, le switch router VTEP, on appelle ça comme on veut, et le border node qui permet de sortir de la fabrique. Et on a également, je l'ai pas mis là, mais je sais plus comment ça s'appelle, du coup le management node, un truc comme ça, qui va lui implémenter le MR en fait. Alors, on a, je l'ai pas mis là, enfin je l'ai mis juste là, faut que je réorganise un peu mes notes. DNS Center ou Catalyst Center, qui va gérer le design, le provisioning, la policy, etc. Enfin les policies, etc. Et on va avoir également l'ISE, lui il décide qui a accès au réseau. Lui c'est l'opérationnel. Le DNS Center ou le Catalyst Center c'est le chef de... Enfin le... C'est le... Disons quoi... celui qui va émettre le besoin. Et l'ISE c'est celui qui va exécuter. Mettre en place la politique. Ça, c'est l'exécutif. C'est ça. C'est le pouvoir législatif. Ouais, c'est ça que je cherchais. Le DNS Center, c'est le législatif. C'est lui qui va faire la loi. Mais c'est pas lui qui va vous courir après. L'ISE, c'est lui qui va appliquer la loi. L'ISE, c'est la police. DNS Center, c'est les députés. J'arrête tout de suite cette comparaison. En gros, l'ISE, c'est un radius, entre autres. C'est un autre outil de Cisco qui est dispo sous forme d'une VM ou d'un serveur physique. Il va, quand on implémente du NAC, du Network Access Control, décider qui a accès au réseau. Et décider qui est dans quel VLAN, décider de la QoS, etc. Selon des paramètres qu'on lui aura fournis. Mais il le décide opérationnellement. C'est pas juste en conf sur un joli tableau. Il va implémenter techniquement ces choses-là. Comment il fait ? Eh ben, dans le cadre d'un NAC, par exemple, on veut avoir une waitlist de PC qui ont le droit de se connecter au réseau. Qui ont le droit vraiment d'émettre des trames. On va se baser, alors c'est pas le plus malin, mais sur la Mac, par exemple. Sur la Mac du PC. Le PC, lui, au courant de rien, il va essayer de parler. Son switch, il va l'intercepter, il va bloquer le port. Il va prendre la Mac, il va lui dire, ok, il va contacter son serveur Radius, donc l'ISE. C'est un protocole qui s'appelle Radius, du coup. Il va contacter son serveur Radius et il va lui demander, bah écoute, voilà, j'ai cette Mac qui arrive sur le réseau, qu'est-ce qu'on fait ? Et le Radius, lui, il va regarder toute sa politique, il va dire, ah, ok, il va regarder l'heure, par exemple, il va regarder est-ce que cette Mac, il la connaît, est-ce qu'elle est dans un groupe. Il va regarder l'heure parce qu'un PC, il peut avoir accès au réseau à une heure, mais pas à une autre. Si on est 3h du matin et que le PC de la compta essaie d'émettre des trames, il y a un problème, par exemple. Il va regarder tout un ensemble de paramètres. Et il va prendre une décision et en informer le switch. Il va dire bah ok, tu permets à ce PC de parler et tu vas le mettre dans le VLAN 20 par exemple. Et tu vas lui appliquer tel QoS. Et donc ça c'est un protocole qui s'appelle Radius. Et ISE du coup c'est une implémentation de Radius qui permet de s'intégrer aux politiques qui auront été enforcées par DNS Center. Donc DNS Center on va le paramétrer, il va pousser ses politiques à ISE et ISE va être le douanier dès qu'il y a quelque chose qui veut, un PC qui veut se connecter, c'est lui qui prend la décision. Voilà. Je sais pas si c'est bien expliqué, mais c'est le principe du NAC globalement.
On a également la fabrique. La fabrique, c'est tout l'écosystème, y compris le matériel. Soit on le fait de façon manuelle, en ligne de commande ou avec des API. Et dans ce cas, on appelle plus ça SD Access, on appelle Campus Fabric Solution. Et donc là, alors il y a des designs à valider, on peut pas faire n'importe quoi, des designs à respecter. Ça nous permet beaucoup de souplesse, on fait ce qu'on veut. Si on n'a pas envie d'ISIS, on peut faire le SPF. Ou alors, si on paramètre tout avec DNS Center, on appelle ça SD Access, mais là, tout est clic-clic, mais on a beaucoup moins d'options de personnalisation. Il me semble qu'SCI c'est le même principe, soit on le fait full automatisé et puis on se pose pas de questions, soit on peut aller tweaker un petit peu. Alors, l'architecture on en a parlé, c'est du VXLAN plus Lisp plus TrustSec. Et la base de données Lisp c'est le control plane node qui est le MRMS. Pour l'underlay, on va éviter le L2. Même si on peut quand même le faire, mais on va préférer ISIS. Donc en manuel, on peut customiser, on peut utiliser OSPF ou voir du legacy avec justement du spanning tree, du L2. On peut avoir une fabrique L2, c'est catastrophique, mais on peut avoir une fabrique L2. On préférera évidemment avoir du routage. Ou alors tout automatique configuré par DNS Center, et donc là ce sera ISIS avec du routage unicast et multicast. Donc ça c'est ce que j'ai dit. L'overlay il est automatique et non dépendant de l'underlay. Là aussi il peut être manuel ou automatique. Si on fait manuellement on appelle plus ça du SD Access. C'est une redite. Réseau L2 ou L3, les EID d'après ce que j'ai compris ce sont soit des MAC soit des IP, donc on rejoint un petit peu cette notion de VPN. Et on appelle ça des virtual network. Donc avec des L2 VNI et des L3 VNI j'imagine. C'est mappé à une VRF, voilà, un V. D'après ce que j'ai compris, parce que j'ai jamais pratiqué encore une fois, on va définir des virtual networks qui vont de façon technique être des VRF. Donc pourquoi on va utiliser des VRF? Une VRF pour ceux qui ne savent pas c'est une instance de routage. C'est comme si on avait plusieurs routeurs dans un routeur. C'est comme des VLAN. Des VLAN on a plusieurs switches dans un switch. En fait on a plusieurs tables de commutation dans un switch. Chaque table de commutation contiendra des adresses MAC et des ports. Quand on fait de la VRF, de la VRF Lite, on va avoir plusieurs routeurs dans un routeur, ou plutôt on va avoir plusieurs tables de routage dans un routeur. Et donc chaque table de routage sera isolée des autres, et donc pourra avoir des adresses IP qui se chevauchent parmi les tables, et on pourra du coup avoir plusieurs réseaux qui ne communiquent pas ensemble, vivre complètement en parallèle sur les mêmes équipements physiques. C'est pour ça qu'on parle de réseau virtuel. Donc une VRF, ça va être du coup un ensemble de subnets, c'est-à-dire un ensemble de réseaux qu'on va faire communiquer entre eux en les faisant vivre dans la même table de routage. Et du coup, ça ressemble à ce qu'on appelle parfois une L3 VNI en VXLAN. C'est pas exactement ça en vrai, une L3 VNI, mais bon, peu importe. Typiquement, on peut avoir un virtual network pour l'IT, donc tout ce qui est bureautique, et un virtual network pour l'OT, tout ce qui est objets connectés ou processus industriels, etc. On aime bien les séparer pour des raisons de sécurité, parce qu'ils sont beaucoup plus, d'une part, sensibles pour l'activité de l'entreprise en général, et aussi beaucoup moins sécurisés, parce que c'est des espèces de vieilles solutions obsolètes sous XP qui coûtent 300 000 balles à mettre à jour. Donc on aime bien séparer les deux. Mais là on va pouvoir le faire sur les mêmes équipements physiques, c'est vachement bien. Et donc comme ça on va pouvoir en faire un virtual network pour la téléphonie, faire un virtual network pour du test. On peut empiler des couches, on va avoir des VRF qui vont superposer. Et du coup en fait voilà, on va tirer parti de VXLAN, donc avec des L2 VNI. Mais en mettant cette espèce d'enrobage virtual network par dessus. Au niveau des plans, on a le control plane avec Lisp, on l'a vu. Si on n'a pas d'association, on envoie le paquet au border node par défaut. Je sais pas trop quoi faire de cette information. C'est-à-dire qu'on veut sortir de la fabrique. Bon, c'est bizarre. Pour le plan de données, c'est VXLAN. Plus précisément, c'est VXLAN modifié, ça s'appelle VXLAN GPO. Et on rajoute du coup un champ pour TrustSec. Alors ça, on verra tout à l'heure à quoi ça sert. J'espère que mes notes sont claires là-dessus parce que j'ai un peu oublié comment ça marche depuis la semaine dernière.
Les politiques, ça va être très sec. Voilà, ah bah c'est marqué là. On parle de SGT, c'est un identifiant de groupe. On assigne un SGT à un groupe d'utilisateurs ou de device. Donc on va grouper des utilisateurs ou des équipements selon des caractéristiques et on va leur assigner ce qu'on appelle un SGT. Donc c'est voilà, un groupe. Et l'info du groupe est transportée dans le header VXLAN, donc dans le data plane, hein, et donc inscrite au moment où le paquet entre dans la fabrique. Ça c'est important, ça veut dire que c'est pas configuré de base sur les équipements de la fabrique. Le VTEP d'entrée et de sortie, il n'implémente pas la politique. Il la lise dans le data plane. Ok, ça c'est assez intéressant. C'est pas comme si on s'était connecté sur tous les équipements de la fabrique et on leur a dit bah voilà, tel PC il a le droit de communiquer à tel PC, tel PC il a machin. Non. Là, on va fabriquer cette information à la volée et elle va être transportée avec la donnée. Et donc tous les équipements qui seront potentiellement susceptibles de faire du filtrage, ils vont pouvoir lire ce qu'il faut faire. Du moins ils vont connaître le groupe en question. Je le comprends comme ça. Ça me fait penser à du segment routing un petit peu, mais c'est pas du tout ça. Enfin, il y a un petit peu de ça. Si ça se trouve, je me trompe complètement, mais du moins, le SGT il est transporté dans VXLAN et donc l'info de ce qu'il faut faire, du coup, l'info du groupe en tout cas, pas forcément de ce qu'il faut faire, effectivement, mais l'info du groupe est transportée dans le VXLAN. Ce que ça implique, c'est que les VTEP, les équipements de la fabrique, n'ont pas forcément de connaître ce qu'il faut faire avec ce groupe. Ça, en fait, je pense qu'il faut quand même l'implémenter. Surtout si on fait de la micro-segmentation. Mais ils n'ont pas besoin de connaître à l'avance quel N-System, quel Mac appartient à quel groupe. Parce qu'on transporte l'info avec VXLAN. On applique des policies aux tags. Et donc c'est plus flexible que des IP ou des Mac. Et on fait ce qu'on veut avec les tags. Voilà. Et donc plutôt que de dire à l'ancienne, bah voilà, tel range IP, il a le droit de parler à tel range IP, là on dit, bah non, mais tel groupe, il a le droit de faire ça. On n'est plus sur une notion d'IP ou de Mac, on est sur quelque chose de beaucoup plus flexible que ça. Bon, ça fait longtemps que ça existe. Et donc, des NAC, DNS Center crée des SGT et les pousse à l'ISO. Et ensuite, quand un équipement arrive sur le réseau, il va le switch, donc le VTEP, je sais plus comment on appelle ça, le nœud d'accès qui est ici le Edge Node. Le Edge Node, il va demander à Radius ce qu'il faut faire. Radius, il va lui dire bah voilà, c'est tel SGT, il faut faire ça, tel VLAN, tel QoS, tel SGT. Et donc du coup, bah, tous les paquets qui seront émis par ce PC là, à partir du moment où ils arrivent au niveau du VTEP et qui sortent dans un tunnel VXLAN, ils vont se voir attribuer ce SGT là et la politique qui sera associée. Voilà. C'est rigolo parce que je pensais à ça, je crois que c'était au dernier stream du coup, celui que j'ai pas publié, que j'avais fait la réflexion. En fait, je refais un petit historique pour comprendre un peu les conséquences de ça. Historiquement, on faisait un LAN en fonction du besoin local. Donc on avait des PC, des imprimantes, des serveurs, etc. On mettait tout dans le même panier, c'était notre réseau local. On connectait tout ensemble et puis ça allait très bien. Ensuite on a voulu faire de la sécurité, donc on s'est mis à mettre... et donc là, je reprends juste mon exemple, on a 2 LAN si on a un autre ensemble de PC, d'imprimantes, etc. d'autres personnes. Et on peut connecter ces LAN entre eux et mettre de la sécurité ici. La compta a le droit de parler à pas la finance, mais à la paye. Voilà. Les gens qui gèrent la paye, ils ont leur truc. Les gens qui gèrent la compta, ils ont leur truc. Les deux communiquent. La paye a le droit d'accéder au serveur de la compta ou inversement. Et on va définir du coup à cet endroit-là qui a le droit de parler à qui. Ensuite, on a été un peu plus loin. On a mis dans un même LAN tous les équipements équivalents. Donc ça, c'est les PC de la compta. Et à côté, on a mis les serveurs de la compta. Et comme ça, on peut dire, les PC, ils ont le droit de causer au serveur. Mais par contre, le LAN des imprimantes, elle n'a pas le droit de causer au serveur. Ça, c'est interdit. Par contre, les serveurs ont le droit de causer aux imprimantes. Et donc là, on a fait des familles comme ça. Et à chaque fois, on a un réseau IP. Donc encore une fois, on a IP
qui sert de localisation, qui sert d'identifiant et qui sert de filtrage, qui sert de discriminant de filtrage en fait. Et du coup, on regroupe ça comme ça. Et donc on fait des réseaux. Hop là. On fait des réseaux à partir de ça. Ça, c'est ce qu'on fait encore beaucoup. Mais là, ce qui est proposé, c'est qu'on revienne, c'est qu'on aille vers la micro-segmentation, c'est-à-dire qu'on ne se base plus sur cette IP, mais on se base sur d'autres critères pour déterminer qui a le droit de causer à qui. Et après, on fait ce qu'on veut au niveau de la répartition dans les différents réseaux. Qui est dans le même réseau que qui, on peut imaginer un peu ce qu'on veut, on fait en fonction de ce qui nous arrange quelque part. Parce qu'on peut faire de la micro-segmentation, c'est-à-dire du filtrage à l'intérieur d'un réseau. Parce que on filtre plus en se basant sur le réseau, on se filtre en se basant sur le SGT. Et le SGT, on le définit ailleurs, on le définit là, le SGT. Et on va l'implémenter partout. Voilà. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas fait la transition. Génial. Donc je reprends mon schéma. Historiquement, on avait ça. Et du coup, on avait ici un LAN, le LAN par exemple de la compta, et ici on a le LAN de la paye. Et ben on a éventuellement une interco entre les deux, et c'est à cet endroit-là qu'on va filtrer. Et qu'on va dire la compta a le droit de parler à la paye, etc. Et la compta a pas le droit de parler à l'IT. Ça c'est interdit. Et ensuite, du coup, on est passé sur ce modèle-là où on regroupe les gens par type de machine. Donc on resegmente, mais du coup ça demande d'avoir un réseau IP par type de machine. Et du coup, si on veut changer cette machine-là, on veut plus qu'elle ait cette IP-là, et ben en fait on peut pas. On peut pas changer cette IP de machine. Pardon, on peut pas changer l'IP de cette machine-là. Parce que ça la ferait sortir de notre groupe. Ou alors faudrait faire un autre groupe et refaire des règles, etc. etc. C'est chiant. Et ce que je disais, c'est que ici on a un contrôleur qui va nous on va répartir nos machines dans les LAN qu'on veut. On peut faire un LAN arbitraire avec des machines. Et le contrôleur, lui, va appliquer des SGT. Enfin plutôt, nous, on va appliquer des SGT sur le contrôleur en disant, bah telle machine, voici son groupe. Et on va faire du filtrage au sein d'un LAN en fonction du groupe. Donc eux deux, ils n'ont pas le droit de parler, par exemple. Voilà. Et les PC entre eux, ils n'ont pas le droit de parler, etc., etc. Donc on change de modèle. Voilà, c'était juste la parenthèse. Bon, au niveau hardware, ASIC, FPGA, on s'en fiche un peu. Tout ça, on s'en fout. Control plane node. Donc le control plane node, c'est celui qui fait le mapping EID to airlock. Lisp. Alors, si tombe les control plane node, les infos elles sont cachées localement comme avec DNS, mais ça ne va pas marcher longtemps. Donc il faut pas que ça tombe, c'est pour ça que c'est redondé. Le fabric border node se connecte à un autre réseau hors fabrique, donc ici typiquement le data center. Le fabric edge node et les fabrics WLC connectent les end devices. J'ai une petite parenthèse après sur le Wi-Fi. Et du coup il y a des intermediate nodes qui eux participent simplement à l'underlay. Eux là ils implémentent rien du tout, ils sont pas VTEP, ils sont rien du tout, ils sont juste ISIS. Ils servent à l'accessibilité de l'underlay. Le sans fil, il y a deux modes. Il y a Fabric Mode Wireless ou Over the Top. Fabric Mode Wireless, les points d'accès vont être Fabric Enabled. Donc les points d'accès, ils vont être, si je me trompe pas, VTEP. Voilà. On a besoin d'AP et de contrôleurs Wi-Fi compatibles Fabric. Le WLC, du coup, le contrôleur, il parle SGT, il parle SD Access. L'AP est VTEP, donc le système sort par là. Donc l'AP, c'est vraiment le switch d'accès. Et le control plane passe par CapWap. Donc CapWap en Wi-Fi, c'est un tunnel qui est monté entre l'AP et le contrôleur et qui permet de faire transiter tout un ensemble d'infos. Notamment des infos de contrôle. Dans un campus classique, le trafic généralement des terminaux Wi-Fi
passe par le cap WAP, remonte au contrôleur et sort à partir du contrôleur. Là, on est dans un mode qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas Lightweight IP, c'est, je sais plus ce que c'est le nom, mais un mode où l'AP il peut faire sortir localement le trafic. Par contre, over the top, on peut pas faire ça. Il faut tout faire sortir par le cap WAP. Donc on voit ici le trait gris là, c'est uniquement le control plane qui passe par le cap WAP et le data plane passe par VXLAN. Enfin, le VXLAN du coup sort de l'AP et va directement sur la fabrique. Ici, le tuyau il représente le cap WAP avec le control plane et le data plane. Donc tout va remonter encapsulé ici et ressortir dans la fabrique ici. Voilà. Alors au niveau de la segmentation, on a de la macro-segmentation qui entraîne la création d'un réseau virtuel. Et ça c'est une VRF du coup. Donc pour grouper, alors les utilisateurs aux machines semblables, oui, les SI. Moi j'aime bien parler de SI, des systèmes d'information. On peut avoir un SI bureautique, on peut avoir un SI vidéoprotection, on peut avoir un SI admin. Tout ça c'est des SI qui vont pas se causer naturellement, qui vont être composés d'un ensemble de réseaux mais qui vont pas être faits pour causer entre eux mais qui vont être faits pour causer à l'intérieur. Ça c'est un réseau virtuel, un VN, et ça va correspondre à une VRF. La microsegmentation c'est l'isolation du data plane dans un réseau virtuel. Donc au sein d'un réseau virtuel, on va isoler le data plane grâce au SGT. Voilà. Alors, dans les bonnes pratiques de design de l'overlay, je dis pas qu'ils conseillent, mais ils disent ouais, n'hésitez pas à faire des gros réseaux IP parce que ça permet derrière de réduire les scopes DHCP plutôt que d'avoir 10/24, vous avez un gros H16 et puis voilà. On n'a plus de problème de floute des broadcasts vu qu'on n'est plus sur de l'Ethernet classique. On est sur de l'Ethernet émulé avec une gestion du coup du control plane beaucoup plus propre. Et on va éviter les overlaps de réseau IP d'une manière générale, d'accord. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, parce qu'on est dans des VRF, donc peut-être pour rendre plus simple les fuites de route. Les fuites de route, c'est quand on a deux VRF, on permet certaines routes, on annonce certaines routes dans une VRF pour accéder à l'autre VRF. C'est un équipement qui va implémenter plusieurs VRF et il va permettre la donnée de passer d'une VRF à l'autre, dans certains cas. Et donc si on a de l'overlapping d'IP, ça va poser problème. Alors, plus gros réseau IP, oui, mais ça reste pas forcément hyper propre de faire ça, de faire des gros réseaux IP. Parce qu'on a un domaine de panne en fait. Et en fait, si on flingue le réseau, on flingue tout le monde. C'est pas forcément souhaitable. Voilà. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis pas fan de cette recommandation. Pour info, les schémas viennent du livre officiel du CCNP ENSLD. Donc CCNP Design. Si on fait du multisite, chaque site a sa fabrique, ses nœuds, son control plane, ses border nodes, etc. Il n'y a pas de mobilité intersite, donc les VN ne sont pas étendus d'un site à l'autre. Ils peuvent être routés d'un site à l'autre, mais ils ne sont pas étendus. Un réseau IP ou un VLAN ne fait partie que d'un site, du coup. Le control plane, c'est 2 nœuds minimum, car il ne faut pas que ça tombe, mais pas trop en mettre non plus. Donc ça, c'est les nœuds de control plane, les MRMS. La fonction peut être sur les border nodes, pour le control plane. Ici, on a vu quoi? On a vu qu'effectivement, ils sont sur le border node. Pourquoi ils sont là? Peut-être parce que dans une fabrique de ce type-là, naturellement, les border nodes sont cœur de réseau. Je sais pas. Bon, évidemment, on va pas les mettre sur les équipements d'accès, sur les edge nodes. Et on va pas les mettre sur les intermédiaires, peut-être parce que eux, c'est même pas des équipements fabrique aware. Enfin, SD Access aware. Quoique si, parce qu'ils vont être automatisés par l'API. Je sais pas. Je ne sais pas. Border. Alors on parle de fusion routeur quand on a des fuites de route inter-VRF hors de la fabrique. D'accord. On met souvent les services réseau dans la main VRF. Bon. On s'en fout un peu. Segmentation, créer une VRF par groupe de machines utilisateurs. Ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Voilà. On a fait le tour des grands principes. Bon, moi pour le CCNP, je pense pas que j'aurais besoin de connaître beaucoup plus de choses que ça pour la fabrique SD Access. Il y a beaucoup de vocabulaire, il y a un peu de connexion à brancher pour comprendre comment tout s'articule, mais c'est pas très compliqué si on a déjà des bases, je trouve.
en design de fabrique. Donc notamment en EVPN, enfin en VXLAN. Le VPN, non, on peut faire le parallèle, mais en VXLAN. Donc on retrouve les mêmes choses, hein. On retrouve des réseaux niveau 2 étendus, on retrouve des réseaux étendus routables, etc. On fait un peu ce qu'on veut. Tout ça fonctionnera avec des tunnels. J'ai pas forcément le détail profond de comment ça fonctionne. Je suis en train, moi, de mon côté, de faire des labs EVPN en essayant de comprendre justement exactement les différents types de routes. Qu'est-ce qui est annoncé à qui, dans quel cas. Est-ce que les annonces sortent de la VRF? Est-ce qu'elles restent dans la VRF? Est-ce qu'elles restent dans le LAN? Pour les types 2 notamment. Enfin bon, bref. Et quel type de VNI en découle? Qu'est-ce qu'on appelle une L3 VNI? Qu'est-ce qu'on appelle une L2 VNI? C'est des choses qui sont pas hyper évidentes si on veut vraiment bien les comprendre, j'ai l'impression. On a vite fait de s'embrouiller et ça a été mon cas. D'ailleurs, dans mon stream précédent, j'ai dit des conneries, je sais pas, parce que je suis en train d'apprendre beaucoup de choses sur VXLAN et sur son intégration à EVPN, donc à BGP. C'est très intéressant, j'en ferai un stream. Mais voilà pour SD Access. Ça a été plutôt vite parce que ça aborde des concepts qu'on a déjà vus. On a déjà vu VXLAN, on a déjà vu ce que c'est qu'une fabrique, on a déjà vu ce que c'est qu'une architecture campus. Donc à partir de là, à part dire que en campus on fait du nord-sud, c'est pour ça qu'on n'a pas la même chose que quand on fait du spine leaf. Ça ressemble un peu à du spine leaf, mais c'est pas du spine leaf. Ça j'en ai parlé normalement. En fait on avait déjà en fait toutes les briques. Alors j'ai pas fait exprès entre guillemets, mais parce que les sujets, les sujets de stream je les cite le jour même généralement. Mais on avait déjà les éléments pour comprendre plutôt facilement ce que c'était que cette fabrique. Après, comment on la paramètre, comment les API fonctionnent entre Catalyst Center et ISE, entre ISE et les VTEP, etc. Ça, je sais pas. Mais c'est pas ce qu'on va me demander pour le CCNP. Et comme je suis pas hyper fan d'utiliser des fabriques, on va dire propriétaires comme celle-là, pour l'instant, je crame pas trop de gaz là-dessus. Je préfère comprendre la théorie et implémenter ce genre de choses à la main dans un premier temps. Ensuite, éventuellement passer sur quelque chose d'un peu plus clé en main à partir du moment où je maîtrise complètement la suite. Voilà pour ça. Et je pense que je vais m'arrêter là. Et la semaine prochaine, je suis pas sûr de streamer parce que je serai en déplacement, mais on verra ce que ça donne. De toute façon, moi, il me reste pas beaucoup de sujets à étudier. Globalement, il me reste le SD-WAN à regarder un peu plus en détail et l'automatisation. Voilà. Donc, ça va être vite vu. Ensuite, c'est des révisions, donc on va pouvoir revoir un peu tout. Un peu toutes les catégories qui risquent de tomber à l'examen du CCNP et ENSLD. Sachant que je le passe au Cisco Live à Amsterdam en avril. Donc voilà. Et ensuite, direction CCNP Encore. Évidemment. Après qu'ils aient enlevé le Wi-Fi. Bon allez, à la prochaine. Ciao, bonne soirée.